Merci beaucoup, Chérif Diop. Vous l'avez dit, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, également porte-parole adjoint de l'APR, le parti au pouvoir. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Madame Binta. Alors, je vous interpelle d'abord en tant que parlementaire sur les cas d'assassinat ou de meurtre notés dans certains commissariats. Il y a eu l'affaire Faye, donc on en parle de ces derniers jours. D'abord, votre lecture sur cette affaire. D'abord, merci beaucoup, Binta. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de la TFM, mais aussi présenter mes condoléances encore une fois de plus à toute la presse sénégalaise suite à la perte de vos confrères de l'ERL. Comme vous l'avez dit, je pense que toute affaire qui se passe dans un pays, particulièrement au niveau du ministère public, c'est-à-dire aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, particulièrement dans le commissariat central, c'est-à-dire la mort dernièrement de Abdou Faye. Je présente au passage mes condoléances à sa famille éplorée, mérite quand même d'être élucidée. Et je pense que la police aujourd'hui est en train d'élucider cela, mais je pense que ça ne doit pas être quand même difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que ceux qui font un tour au commissariat central ou ceux qui connaissent un peu les locaux savent qu'au niveau des cellules, il y a des caméras de surveillance au niveau de la section de recherche comme au niveau du commissariat central, mais souvent, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec souvent des informations qui sont un peu données par-ci par-là, on donne souvent des informations qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas sourcées, des informations qui ne sont pas vérifiées. Ce qu'il faut dire, mieux vaut aller sur le champ ou bien entendre quand même la version de la police, parce que quand une affaire comme ça, quand une affaire, la version de la police. Mais c'est normal, quand une affaire comme ça, en tout cas, la police a dit que c'est un suicide. Oui. Ils ont dit qu'il s'est suicidé au niveau des toilettes du commissariat central. C'est ce que la police a dit. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas difficile à savoir, parce qu'il y a des caméras de surveillance au niveau quand même de ces cellules-là. En tant que parlementaire, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Effectivement, Binta, vous savez, on ne parle pas tout le temps dans la presse ce que nous faisons. Parce que quand il y a des affaires comme ça, les parlementaires, dans leurs responsabilités, saisissent souvent les autorités compétentes ou vont même sur les lieux. Parce que quand il y a eu l'évasion de Boy-Guinée, quand il y a eu ces affaires comme ça, tout le temps, les parlementaires vont sur les lieux pour voir exactement ce qui s'y passe. Souvent même, on donne ces informations, on explique les journalistes off the record, comme on dit, en leur montrant exactement ce que les parlementaires font, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps quand même relater dans la presse, parce que chaque fois aussi, quand tu fais un travail, surtout un travail où l'autorité judiciaire est en train d'enquêter sur la question, tu ne peux pas quand même venir en parler comme ça publiquement. Mais ce que je puis vous assurer est que l'Assemblée nationale, tout le temps, quand des choses-là se passent, fait ce qu'il doit faire, parce qu'il y a des commissions compétentes qui sont chargées tout le temps de travailler à élucider certaines questions. Maintenant, les questions judiciaires, c'est les questions judiciaires. Maintenant, le parlementaire aussi a son travail à faire qui est spécifique. Oui, sauf que cette affaire Abdou Faye vient allonger la longue liste déjà de personnes qui se seraient suicidées au niveau des commissariats. Déjà, les parents écartent la thèse du suicide. Et on entend plusieurs fois l'Amnesty International, section sénégalaise, parler de torture au niveau des commissariats pendant la période des gardes à vue et même pendant la période des enquêtes préliminaires. N'était pas venu quand même le temps pour que vous, parlementaires, vous saisissiez de ces dossiers pour qu'on puisse avoir la lumière sur ces affaires? Mais vous savez, nous sommes une institution, nous ne sommes pas Amnesty International. Vous savez, Amnesty International, moi je ne prends pas ce qu'ils disent comme argent comptant, parce que souvent ils font des affirmations, moi personnellement, que je suis gratuite. Ça aussi, moi c'est ma liberté de le dire. Oui, je vous dis, non, ça c'est un. Maintenant, une enquête parlementaire, on ne peut pas à chaque bruit de criquet ouvrir une enquête parlementaire. Ça, il faut le dire, parce que déjà, la loi, je vous dis, la loi dit textuellement que quand il y a un dossier devant le juge,
on ne peut pas ouvrir un dossier, une enquête parlementaire sur la question. Ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, certains ne le savent pas et à chaque fois, ils disent qu'il faut ouvrir une enquête parlementaire. Même souvent, quand un chat se suicide, on dit qu'il faut ouvrir une enquête parlementaire. C'est pas comme ça. C'est pas une banalité d'ouvrir des enquêtes parlementaires comme ça. Aujourd'hui, la justice fait son travail dans des questions déterminées. L'Assemblée nationale fait un travail dans des questions déterminées. Parce que l'Assemblée nationale n'est pas une juridiction. Il faut que les gens sachent que nous sommes à l'Assemblée nationale pour représenter les populations. Justement, vous représentez les populations. Quand un Sénégalais est mort dans la représentation, et je sais qu'il y en a plusieurs, oui. Il faut quand même que les députés s'en saisissent. Mais absolument. Encore une fois de plus, je dis que représenter les populations ne veut pas dire faire des enquêtes sur le plan judiciaire. Il y a des choses que la justice doit élucider, il y a des choses que le Parlement doit faire. Le Parlement a 3 rôles principaux: voter des lois, contrôler l'action du gouvernement et faire la représentation. Ça aussi, ce sont aussi des missions du Parlement. Aujourd'hui, par exemple, vous en tant que... des questions orales ou d'actualité, convoquer le ministre pour demander ce qui se passe. Ça fait partie des contrôles du gouvernement. Je vous donne comme information que bientôt, 8 ministres seront convoqués à l'Assemblée nationale, le 28 précisément, pour parler du rapport par rapport à le rapport sur les inondations qu'on avait fait. Oui. Donc, nous sommes en train de faire notre travail convenablement, mais Binta, vous savez, c'est difficile souvent d'être dans un pays où à chaque fois que quelque chose se passe, on dit que bon voilà le Parlement, alors que ceux qui le disent souvent ne savent exactement pas le rôle du Parlement. Vous êtes journaliste, vous avez le devoir d'informer, c'est pourquoi vous me posez la question et je pense que c'est salutaire pour que les Sénégalais puissent comprendre, exactement ce que nous devons. Absolument, c'est pourquoi quand vous nous avez invités ici, nous sommes venus pour nous exprimer sur les questions de l'heure. Mais sachez que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, sur cette question, a fait ce qu'il devait faire. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'une question se pose, l'Assemblée nationale s'en saisit pour convenablement faire son travail comme la loi. Vous êtes en train de suivre cette affaire? Mais absolument, nous sommes en train de le suivre comme tout Sénégalais, parce que quand même, il faudrait que les choses aussi soient éclaircies, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire table rase sur tout cela. Aujourd'hui, pour montrer que à chaque fois que des choses se passent, l'État prend ses responsabilités pour faire son travail. Vous avez vu même dans l'évasion de Boy Guinée, on avait parlé d'une complicité soit interne ou externe. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de condamnés, les gens sont encore présumés innocents, mais il y a des personnalités qui sont dans l'administration pénitentiaire qui ont même été placées sous mandat de dépôt. Ils sont présumés innocents, mais aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites et je pense que c'est ça que les Sénégalaises et les Sénégalais demandent dans un pays normal. Alors, maintenant, pour votre parti, vous êtes le porte-parole adjoint de l'APR. Tout le monde s'est étonné. Beaucoup de gens ont même été interloqués en entendant le beau-frère, je pense que c'est le beau-frère du président de la République, Adama Faye, s'attaquer au président de la République, le traiter de monarque. On n'a pas entendu quand même une réplique, comme vous savez si bien le faire. Vous-même, récemment, on vous a entendu répondre sèchement au président Bathily, mais cette fois-ci, on n'a pas entendu de réplique suite aux attaques de Adama Faye contre le président de la République. Qu'est-ce qu'il explique? D'abord, un parti organisé, sérieux, qui se respecte, ne peut pas tout le temps répondre à des gens qui n'ont aucune responsabilité dans l'appareil politique. Adama Faye n'a aucune espèce de responsabilité dans notre parti. Ça, c'est important et il faut le savoir. Nous sommes un parti sérieux, un parti organisé. La lecture qu'il faut en faire, il faut, tout le temps, les gens disaient que oui, on est dans une république où la famille fait les choses. Les Sénégalais doivent savoir que la famille de la première dame ou la famille du président Macky Sall ne bénéficie pas de tout. Si aujourd'hui, Adama Faye... de la famille Faysal quand même. Non, je vous dis. Si aujourd'hui, Adama Faye avait tout ce qu'il faisait, il n'allait pas attaquer le président. Donc les gens doivent quand même savoir que nous ne sommes pas dans une... C'est lui, et aujourd'hui, qui doit savoir qu'on n'est pas dans un royaume. Il a employé royaume dans son texte. Donc, il doit savoir. Donc, pour dire simplement que moi, je qualifie les propos de M. Faye vraiment d'une indiscipline légendaire. Moi, je pense que ce sont des propos d'une indiscipline légendaire parce que je pense que dans
parti. Est-ce que ces propos ont affecté le président de la République? Mais je ne le pense pas, parce que le président de la République, comme je vous l'ai dit, non mais moi je pense que ça c'est un problème. Moi je ne suis pas de la famille de la première dame. Ce qui m'intéresse, c'est le parti politique dont je suis. Adama Faye n'a jamais été notre porte-étendard à Grand-Yoff. Il n'est pas notre porte-étendard à Grand-Yoff. C'est ce qu'il veut être. Il n'est pas. Oui, non, qu'il veut être. Je pense que les responsables de Grand-Yoff, les Cheikh Ba ont répondu. Et je pense quand même, il faudrait que les gens relativisent certaines choses. Parce qu'on dit que bon voilà, vous avez répondu. Mais Bathily n'est pas de la trempe d'Adama Faye. Je suis désolé. Adama Faye n'a aucune responsabilité dans notre parti. Donc lui, il peut se permettre de dire certaines choses, mais je le dis encore une fois, je qualifie ses propos d'indiscipline légendaire. Ça aussi, c'est ça la réalité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va vers des élections locales et les responsabilités seront situées. Les populations vont élire quand même leur mandat. Oui. Ça ne sert à rien de crier sur les toits pour dire que bon voilà, je vais présenter une liste parallèle. Le président de la République. Justement par rapport à ces listes parallèles, permettez-moi de poser cette question. Absolument, je vous écoute. Est-ce que votre parti quand même est devenu un parti qui n'écoute pas son président? Le président a dit récemment qu'il ne voulait pas voir de liste parallèle. Écoutez-moi, je vais revenir après, mais tout de suite après, on a vu que tout le monde s'est mis à déclarer sa candidature. Est-ce que c'est parce que personne n'écoute plus le président? Est-ce que vous avez entendu deux personnes, à part celui que vous m'avez cité, M. Faye, dire que je vais présenter une liste parallèle? Est-ce que vous l'avez entendu? Je n'ai pas dit de liste parallèle, mais déclarer leur candidature, que je suis candidat à tel ou tel. Binta, oui. Est-ce que dans un pays normal, où on va vers les élections, on a entendu Mary Teuw Niane qui persiste, qui dit toujours qu'il est. C'est que si vous me posez une question, quand même, il faut aussi écouter pour que je vous réponde. Vous m'avez dit de vous citer quelqu'un. Non, donc je dis que, est-ce que vous avez entendu Mary Teuw Niane dire qu'il va présenter une liste parallèle? Vous parlez de candidature. Non, je parle de liste parallèle. Oui. Vous ne me citerez pas d'eux. Oui. Vous ne me citerez pas d'eux. Je suis formel. Maintenant, je reviens à la question. Oui. Non, je dis que, est-ce que dans un pays normal, où on va vers des élections, on va avoir des candidats, mais des gens doivent quand même montrer qu'ils sont candidats à la candidature. Mais quand ils disent qu'ils sont candidats, mais c'est parce qu'ils veulent diriger la liste. Mais c'est normal. Vous avez entendu M. Faye dire qu'il va présenter une liste parallèle. Contre qui? Il n'a qu'à assumer ses propos, mais c'est normal. Moi qui vous parle, je dis que mes ambitions pour Thiès restent intactes. Mais je suis dans une coalition et on va échanger pour voir exactement qui sera le porte-étendard de notre coalition. Donc, c'est normal que Mary Teuw Niane et les autres disent qu'ils veulent être candidats. Binta, c'est ça la normalité. Maintenant, le président de la République, en tant que président de la coalition, a dit à Kaffrine que vous m'avez fait confiance. Et à chaque fois que vous m'avez fait confiance, on a eu des résultats heureux. Ce qui est vrai. Oui. Maintenant, il a dit, écoutez-moi, ensemble, on va échanger. Mais cela ne veut pas dire que ne déclarez pas vos candidatures. Non, mais il dit qu'il faut qu'on arrête de se chamailler à gauche, à droite. Mais c'est normal que quand même, quand on va dans un match de football, que les joueurs s'échauffent. C'est normal. À Thiès, nous, dans ma commune, dans d'autres communes, il y a énormément de candidats et les gens sont en train de se déclarer. Et c'est ça, c'est normal. Vous avez entendu notre sœur Zahra Iyane Thiam parler de ses ambitions à Liberté. Vous avez entendu Mary Teuw Niane parler de ses ambitions à Saint-Louis. Vous avez entendu Abdou Mbow et d'autres parler de leurs ambitions dans leur propre localité. Maintenant, au finish, c'est du gay, c'est du... Donc, juste pour vous dire que maintenant, nous sommes dans une coalition où chacun a des ambitions pour diriger sa localité. Maintenant, on va se mettre autour d'une table. Est-ce que Benno Bokk Yakaar pourrait résister quand même à ces appétits qui s'aiguisent de plus en plus? Est-ce qu'on ne va pas tout droit vers l'implosion depuis 2019. Oui, depuis c'est 2012. Vrai qu'on en parle, mais cette fois-ci aussi... Oui, à chaque fois, depuis 2012, à l'approche d'élections, on enterre Benno Bokk Yakaar. On dit que Benno Bokk Yakaar va exploser. On va dire que bon, Youssou Ndour va quitter Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow va quitter Benno Bokk Yakaar. Mais à chaque fois, on sort... s'agrandit dans toute coalition. Benno Bokk Yakaar est une coalition et pas quand même un parti politique où les gens quand même viennent pour... c'est pas une organisation où les gens ne disent pas ce qu'ils pensent.
nous sommes issus de milieux différents. Il y a des gens de la gauche, il y a des gens de la droite, il y a des trotskistes, il y a des gens des personnalités indépendantes qui n'ont jamais fait de la politique. C'est normal que chacun vienne avec sa philosophie. C'est normal que chacun vienne avec sa manière de voir. Mais on a quand même un leader qui s'appelle Macky Sall, qui sait écouter les gens, qui sait rassembler et au finish qui sait quand même prendre les bonnes décisions en quand même collégialité avec les autres leaders des partis politiques. Mais parce que les postures ne sont pas les mêmes quand un parti quand même qui arrive à une fin de règne, par exemple. Mais vous savez, vous êtes à 3 ans de la fin de votre gouvernance. Vous savez, heureusement que vous êtes à 3 ans, parce que 5 ans, quand il reste 3 ans, il reste encore beaucoup plus. Oui. Donc moi je pense que quand même, je ne répondrai pas à la provocation quand tu parles de fin de règne. C'est pas une provocation, c'est juste une question. Oui, non, c'est une provocation. Mais 2024 justement, normalement, ça devrait être la fin de votre gouvernance. Non mais attends, il faut se dire qu'on a encore une coalition qui va présenter un candidat et qui entend encore continuer à quand même gérer ce pays-là, si les Sénégalaises et les Sénégalais nous font confiance. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on a quand même assez fait dans ce pays pour encore mériter la confiance des Sénégalais. Mais ça, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à cela. Aujourd'hui, on va vers des élections locales. On est en train de s'organiser pour aller vers ces élections locales. Et je pense que les populations... Mais est-ce que vous êtes prêts déjà pour aller aux élections? Dans le 46e département, il y aura des changements. Il y aura des changements de carte. La carte électorale va changer. Il y aura beaucoup d'autres opérations qui vont suivre. Est-ce que vous ne l'avez pas fait sciemment pour encore reporter? Non, Bita, le 23 janvier 2022, les élections auront lieu. Oui. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'opposition a tout fait pour que les élections ne s'organisent pas. Oui. Mais cette fois-ci, je vous le dis, li Olof di wax ne boo lekkee avance foog nga dem làmb ja bëgg bëre bañ bëre. Les élections auront lieu le 23 janvier parce que les conditions sont réunies pour qu'on puisse aller les élections. Déjà, dans le budget passé, on avait mis 7 milliards pour organiser les élections. Après, vous avez vu un peu avec l'audit du fichier électoral, la demande de l'opposition pour quand même revoir un peu l'audit par rapport au processus électoral et tout, ce qui a fait qu'on a retardé un peu ces élections-là. Mais aujourd'hui, le président de la République a pris un décret pour quand même dire que les élections vont se tenir le 23 janvier 2022. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse aller dans des élections libres, transparentes et démocratique. En attendant, le président effectue à partir de samedi une tournée économique, mais déjà tout le monde parle de campagne électorale avant l'heure. Oui, mais vous savez, c'est comme ça. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens... Mais celui qui investit des milliards dans un pays, il faut qu'il aille voir les populations être contentes. Vous savez, le président Macky Sall n'est pas un président qui va être dans ce palais pour ne pas aller au contact des populations pour savoir exactement ce qui se passe. Vous avez vu que depuis 1960, la route Kaffrine-Nganda était une demande des populations. Vous avez vu que depuis 1960, un hôpital digne de ce nom était la demande des populations de Kaffrine. Et vous avez vu que le président de la République était parti là-bas, en conseil des ministres décentralisé. Et il avait promis aux populations de Kaffrine de faire des investissements importants. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 63% d'exécution de ce qu'il avait promis aux populations. Mais est-ce que, Binta, dans un pays, quand un président de la République fait des promesses à une population, fait des investissements de cette nature dans une région, est-ce que ce président ne doit pas se déplacer pour aller au contact des populations et inaugurer ce qu'il a construit? Mais ceux qui ne construisent rien n'inaugurent rien. Donc aujourd'hui aussi, au Fouta, quand il a fait des investissements, il a changé radicalement le visage de cette partie quand même du Sénégal. Aujourd'hui, quand tu vas à l'intérieur du pays, Binta, les Sénégalais de l'intérieur du Sénégal savent qu'ils sont maintenant des Sénégalais à part entière. Parce que le président de la République, par rapport à l'équité sociale et territoriale, est un champion dans ce sens. Par rapport à l'électrification rurale, par rapport à l'accès à l'eau, par rapport aux routes, pistes de production. Parce que le PUDC aujourd'hui a fait des réalisations monstres dans le monde rural. Et ces Sénégalais sentent aujourd'hui qu'ils ont un président de la République qui s'appelle Macky Sall, qui pense
à eux, qui fait des réalisations dans leur localité, qui vient les voir et qui est au contact quotidien avec ces populations-là. Donc maintenant, ceux qui sont dans l'opposition, comme ils veulent que le président s'emmure ici au niveau du palais de la République, je pense que ils n'ont qu'à déchanter parce que le président continuera à faire ses tournées économiques pour aller au contact des populations. Sauf que nous sommes dans une situation économique trop morose, due en partie au Covid-19. Est-ce qu'on n'aurait pas dû quand même nous épargner de ces déplacements qui coûtent cher quand même aux contribuables sénégalais dans un contexte où tous les prix ont repris l'ascenseur et en plus on vient nous dire que le président s'est doté d'un nouvel appareil qui coûte 57 milliards. Tout ça devait servir à quand même alléger la souffrance des Sénégalais déjà. Mais vous savez, la situation économique morose n'est pas spécifique au Sénégal. Aujourd'hui, partout dans le monde, la situation économique s'est dégradée à cause de cette Covid-19. Je pense que cela, quand même, nous tous, nous le savons. Mais vous savez bien que le Sénégal a très bien résisté par rapport à cette situation parce que vous avez entendu et vu le plan de résilience que le président de la République avait mis sur pied qui a très bien marché. Aujourd'hui, ce plan de résilience a fait que nous sommes aujourd'hui dans la situation où nous sommes parce qu'en Afrique, nous faisons partie des pays qui ont le plus résisté par rapport à cette situation économique. Maintenant, comme vous avez dit, vous parlez de l'avion présidentiel. Je rappelle encore une fois de plus que quand on parlait de l'achat de l'avion présidentiel, c'était en 2019, il n'y avait pas encore de Covid. Donc il faut que les gens aussi se le rappellent. Et un État sérieux, quand il prend des engagements, il fait tout pour les respecter. Et c'est ce que le président de la République et son gouvernement ont fait en jouant la carte de la transparence pour informer les Sénégalais quand est-ce qu'on a commandé l'appareil, quand est-ce qu'on va le recevoir, quels moyens on a mis dedans et dans quelle rubrique c'est. Parce que certains de nos collègues ont essayé de dire que bon voilà, l'Assemblée nationale n'avait pas autorisé l'achat de cet avion, alors qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient, parce que le budget du ministère des Forces armées, on a inclus dedans achat d'aéronefs et trucs. Peut-être ils ne savent pas lire ou bien ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un aéronef, parce que souvent les gens, quand on parle d'aéronefs, ils ne savent pas que c'est des avions, ils ne lisent pas bien un peu les documents qu'on leur donne à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que quand on est un parlementaire sérieux, quand on vous donne un budget, il faut bien le lire pour comprendre exactement les rubriques avant de venir faire des déclarations dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour vous dire que la situation économique mondiale est là, mais le Sénégal a très bien géré cette situation et que dernièrement, vous avez vu le ministère de l'économie et du plan en rapport avec le ministère des Finances et du Budget par rapport aux performances qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, les bailleurs de fonds, souvent on dit que bon voilà, on s'endette à gauche, l'eurobond et tout. Mais ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Quand un pays n'est pas solvable, quand un pays n'a pas une dette qui est soutenable, ils ne prennent pas leur argent pour injecter ça dans cette économie. Aujourd'hui, le Sénégal a une signature quand même sérieuse. Le Sénégal, on le fait confiance parce que on a une crédibilité qui fait que les bailleurs de fonds encore nous font confiance parce que la gestion qu'on fait de nos deniers publics, c'est une gestion transparente. Et voilà ce qui fait que le pays est encore dans cette situation. Il y a quand même trop de dépenses de prestige quand même. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Binta, si vous avez vu un peu l'évolution dans ce pays, vous avez vu dernièrement, à chaque fois qu'on donne des chiffres avec l'économie qu'on fait au niveau du téléphone, au niveau des voitures, au niveau du train de vie de l'État. Et vous avez vu quand même à l'époque, même par rapport aux édifices. On interdit à l'administration d'acheter des véhicules. Oui. On dit à l'administration vraiment, on diminue le coût du téléphone. Oui. Et après, on se permet d'acheter. C'est pas l'administration, à commencer par le gouvernement. Ça commence par le gouvernement. On n'achète absolument rien. Aujourd'hui, les véhicules. Non, mais attends, même par rapport aux édifices publics, depuis 2014, on a arrêté, par exemple, de faire des logements conventionnels. Aujourd'hui, vous avez vu pratiquement, il n'y a plus un ministère qui se trouve dans des bâtiments loués. Certains sont à Diamniadio. Le président se permet toutes les dépenses. Non, le président ne se permet pas toutes les dépenses. Encore une fois de plus, l'avion présidentiel, je vous l'ai dit. On n'a pas encore besoin, vraiment, les Sénégalais n'en ont pas encore besoin. Je suis désolé, ce sont des investissements. Ce sont des investissements qui vont dans le sens
de travailler à améliorer le quotidien des Sénégalais. Ça, je vous le dis, et les Sénégalais le savent. Non, mais ce sont des investissements prioritaires. C'est des priorités qui posent problème à nos gouvernants. Ça, certains le disent, parce que vous savez, c'est une lecture. C'est une lecture. Qui coûte 4 000 francs. Aujourd'hui, c'est une lecture Sénégal, que certains peuvent. On attend du pétrole, on attend du gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal va continuer quand même à dépendre de l'extérieur, comme l'a dit le ministre? Heureusement que vous dites qu'on attend du pétrole. Nous avons nos ressources, nous avons la vallée du fleuve, nous avons tout et tout pour quand même jouir de nos... C'est cette vision prospective qui pousse au président de la République d'avoir de l'ambition pour gérer ce pays-là. Vous savez, le président Macky Sall n'est pas un homme du passé, c'est un homme du présent et qui se projette vers le futur. C'est pourquoi aujourd'hui il fait tout pour que la gestion quand même de nos ressources naturelles puisse se faire de manière convenable, parce que souvent les gens avaient dit que oui, on a perdu le pétrole alors que vraiment aucune goutte n'a pas encore été exploitée. Mais le président de la République a mis quand même des dispositions qui fait que au niveau de la loi comme au niveau quand même de la gestion, pour que demain qu'on puisse gérer convenablement nos ressources. Et je pense que le moment venu, le Sénégal sera quand même indépendant par rapport, économiquement je dis bien, par rapport à certaines choses. Mais aujourd'hui, on est obligé, sans ressources, de faire quand même des appels, de lever des fonds pour quand même régler le quotidien des Sénégalais. Très bien, merci. Mais je vous remercie, je remercie aussi les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'avoir suivi. Bon week-end.